Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre finale, une émission qui reçoit pour vous aujourd'hui Stéphane Kipré. Il est ivoirien, il est le président de l'Union des Nouvelles Générations. Stéphane Kipré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNG, donc je le disais, un parti créé à Abidjan en juillet 2007. Vous êtes également le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Vous êtes actuellement en exil à Paris, après avoir pris part Dakar depuis avril 2011, au lendemain des événements qui ont connu le départ du président Gbagbo du pouvoir et son transfert à la CPI. Alors Stéphane Kipré, dites-nous, qu'est-ce que vous devenez depuis avril 2011? Depuis avril 2011, comme tout Ivoirien, je suis en exil, en tout cas leader politique, membre de la majorité présidentielle avec le président Gbagbo, je suis en exil. J'ai commencé d'abord au Ghana, pays proche de la Côte d'Ivoire et du Ghana, comme vous l'avez dit, Dakar, un peu partout. Donc je suis toujours en exil, mais je garde ma posture combattante, chef d'un parti politique de l'opposition et à la recherche du retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Un parti politique sans tête, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui vous êtes en exil. Il reste qui au niveau de votre parti aujourd'hui? Toute la direction est à Abidjan. Vous savez qu'en Afrique, les partis politiques sont gérés par un chef qui finance tout. Vous êtes loin du pays depuis plus de 6 ans et vous pensez que ce parti compte aujourd'hui sur vous, il existe toujours? On ne lie pas le financement d'un parti politique à un chef. Le parti se finance par les militants. Mais comme la plupart des leaders politiques africains, qui ont tous fait l'exil, mais qui ont leur parti politique, qui ont survécu, le parti a été certes remué par rapport à la situation de crise dans laquelle s'est trouvée la Côte d'Ivoire, mais il tient toujours debout en Côte d'Ivoire, malgré la situation de manque de démocratie. Nous allons revenir à la vie de votre parti, mais en attendant, dites-nous, Stéphane Kipré, comment est-ce que vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Parce que personne ne sait comment vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Certains ont dit que vous aviez même trahi votre beau-père, le président Gbagbo, puisqu'on ne vous a pas vu dans le bunker au moment où il avait été attaqué. C'est ceux qui ne sont pas informés de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ma posture actuelle montre que je n'aurais pas pu trahir parce que je suis resté fidèle à la ligne, je dirais, au combat dans lequel nous sommes. Comment est-ce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Je l'ai quitté comme tout Ivoirien qui, au lendemain du 11 avril, avec je dirais, la barbarie avec laquelle le pouvoir en place était en train de traquer tous les partisans de Laurent Gbagbo, on a pu avoir la vie sauve par des chemins dérobés, par des pirogues pour pouvoir regagner le Ghana. Vous n'étiez pas dans le bunker, alors que vous êtes censé être proche de votre beau-père. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est proche du président Laurent Gbagbo, mais tout le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas au bunker. J'ai été dans le bunker jusqu'au 10 avril. Nous avons organisé toute la mobilisation d'avril jusqu'à ce que le 11 avril, le coup d'État qui a démarré depuis 2002 puisse aboutir. Alors, de votre exil parisien, vous suivez certainement l'actualité dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la gestion de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara? Il faut voir la gestion sur 2 aspects. L'élément le plus important pour moi qui est la cohésion sociale. La cohésion sociale est inexistante en Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis maintenant 6 ans. On sait que la cohésion n'existe pas et pourtant il y a des Ivoiriens, il y a des opposants qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez regarder. Aujourd'hui, 5 ans après le 11 avril 2011, on parle toujours de prisonniers politiques, on parle toujours d'exilés politiques, on parle toujours de réconciliation. Oui, la justice doit faire son travail, puisqu'il y a eu des morts. Donc tant que la justice n'a pas fini son travail, pourquoi voulez-vous qu'on libère ceux qui sont en prison et qui sont accusés de quelque chose? Oui, mais tout le monde le dit. Personne n'est contre la justice. Mais la justice, pour un seul camp, je pense qu'on l'a assez dit, ne trouvera pas une solution à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les autres également, la procédure est en cours pour les juger également. Le pouvoir en place dit que la procédure est en cours. Oui, mais après 5 ans, quand on a à peu près 240 prisonniers politiques suite à la crise post-électorale et qu'il n'existe pas un seul prisonnier du camp Ouattara, je me pose la question de savoir comment est-ce que la procédure a été aussi vite accélérée pour les partisans du président Laurent Gbagbo et pour les partisans de M. Alassane Ouattara. On attend toujours d'avoir la finalité de ces procédures. Oui, mais au-delà de tout, le pays avance quand même. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte économiquement bien. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique francophone dans la sous-région. Vous le reconnaissez au moins? La Côte d'Ivoire a toujours été la première puissance dans le pays francophone, dans l'UOMOA. La Côte d'Ivoire se pèse 43%
de l'UEMOA. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais il y a de nouvelles réalisations, il y a des infrastructures. Même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous regardez à la télé. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a un décollage économique et que le président Ouattara arrive à relancer le pays économiquement. Oui, mais je vais vous prendre des exemples. Vous savez, souvent, il est bien de citer... Quand on parle de réalisation économique, de réalisation en Côte d'Ivoire, quand je prends par exemple le troisième pont, le pont qu'on appelle le pont Henri Konan Bédié, il ne date pas du président, il ne date même pas du président Laurent Gbagbo. Le projet du troisième pont a démarré sous le président Henri Konan Bédié. Quand on parle de l'autoroute, l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro, l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro a démarré sous le président Laurent Gbagbo. C'était des projets. Maintenant, il faut un financement, il faut la réalisation. Non, je sais de quoi je parle quand je dis l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro était à 80% achevée. Le financement du troisième pont était acquis. Le barrage de Soubré, qui est le barrage qui est en construction à l'intérieur du pays, était acquis. Mais là n'est pas là le problème. L'administration, l'État, c'est une continuité. Si aujourd'hui il y a des infrastructures qui sont construites en Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais ça sert à quoi d'avoir des infrastructures lorsque les Ivoiriens n'arrivent plus à marcher main à main? Il faut savoir que dans un pays, la cohésion sociale est l'élément le plus important. Oui, mais c'est à qui la faute s'il n'y a pas la cohésion sociale? Puisque le pouvoir en place vous a tendu la main et dit revenez, nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Il y a eu la commission de réconciliation. Vous étiez où? On ne vous a pas tendu la main? Oui, mais la commission de réconciliation a ressorti des résolutions. Et dans les résolutions de la commission de réconciliation, on a dit qu'il faut une justice équitable. Quand on parle du retour des exilés, vous savez, il y a deux types d'exilés en Côte d'Ivoire. Il y a deux types d'exilés. Il y a ceux qui rentrent et qui ont la liberté d'expression, et il y a ceux qui rentrent qui se retrouvent en prison. Donc, quand on rentre en Côte d'Ivoire et on est prêt, on passe par le bureau du ministre de l'Intérieur, oui, il est clair qu'on a la liberté de s'exprimer. Mais on ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas rentrer en Côte d'Ivoire sous une condition. Quand je rentrais en Côte d'Ivoire, cela voudra dire qu'il y a le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire, il y a le retour de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Voulez-vous dire qu'on vous a tendu la perche, on vous a demandé de rentrer et de passer par le ministère de l'Intérieur? Il a demandé à tous les Ivoiriens de rentrer. C'est devenu un slogan de communication. Normal que le ministère de l'Intérieur vérifie l'identité de ceux qui rentrent. Vous n'allez pas refuser au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire de faire son travail. Je ne parle pas de refuser de faire son travail. Je me pose la question de savoir pourquoi, dans ceux qui rentrent d'exil, certains se retrouvent en prison et d'autres pas. Voilà, il y a certains qui se sont retrouvés en prison, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui se sont retrouvés en prison. Quelle est la différence entre ceux qui se retrouvent en prison? Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Je peux citer, il y a le ministre Assou Ado qui a dirigé la campagne du président Laurent Gbagbo en tant que président du FPI qui est en prison. Il y a le professeur Hubert Oulaye qui est en prison. Il y a plusieurs de... Vous êtes sûr qu'on ne leur reproche rien? S'ils ont commis des fautes, il faut bien quand même qu'ils répondent de leurs actes. Je ne voudrais pas rentrer dans les débats de justice, mais je remarque que tous les partisans du président Laurent Gbagbo qui sont rentrés en exil, qui ont tenu le discours, je dis que nous avons, se retrouvent en prison. Et tous ceux qui sont rentrés d'exil, qui aujourd'hui marchent dans le sens du pouvoir, se retrouvent qui ont la liberté. Je ne fais qu'un constat. Maintenant, quelle est la déduction? Je ne sais pas. Alors, on parle du moins de réconciliation en Côte d'Ivoire. Tel que vous êtes en train de parler, on a l'impression que vous estimez que la réconciliation n'est pas bien faite. Quelle proposition faites-vous pour réconcilier les Ivoiriens, pour que la cohésion sociale, telle que vous le dites, revienne en Côte d'Ivoire? Nous l'avons au niveau de l'UNG, le parti que je dirige, lors de sa convention de 2015, a proposé un dialogue politique inclusif. On a appelé le dialogue politique inclusif pour qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse parler. On puisse s'asseoir, tous les Ivoiriens puissent se retrouver et que chacun dise sa part de vérité pour qu'on puisse aller à une réconciliation vraie. Parce que la réconciliation dont nous parlons, ce n'est pas un slogan. C'est une réconciliation entre chaque fils et fille de ce pays. Donc il faudrait que les politiques puissent parler, il faudrait que les militaires puissent parler, il faudrait que chacun qui s'est retrouvé, qui a perdu quelque chose dans la crise que nous avons vécue, puisse parler pour que s'il y a pardon à demander, on demande pardon et qu'on puisse avancer. C'est de cette réconciliation-là que nous parlons. C'est ce qui se fait actuellement, puisque le président demande à ce que vous rentriez. Pourquoi vous ne rentrez pas au pays? Mais pourquoi alors il existe encore 240 prisonniers politiques? Pourquoi il existe encore des prisonniers liés à la crise post-électorale de 2011? La justice fait son travail. Oui, mais donc que la justice fasse son travail. Donc avant de demander aux autres d'entrer... Vous ne vous reprochez rien, vous pouvez rentrer.
Est-ce que vous reprochez quelque chose, vous, Stéphane Kipré? Je ne me reproche absolument rien. Non, rentrer au pays. Ne lions pas le problème à Stéphane Kipré. Lions au problème à une situation de crise en Côte d'Ivoire. Oui, il existe des gens... Vous rentrez déjà pour faire la lutte à l'intérieur au lieu de rester à l'extérieur. Mais la lutte se mène d'où elle peut se mener. Même ceux qui sont en prison, c'est une forme de lutte. Quand ils sont en prison, ils sont dignes. C'est une forme de lutte. Les exilés qui se retrouvent dans les différents camps de réfugiés du Ghana, du Libéria, du Togo, du Bénin, c'est une forme de lutte. Ceux qui sont en exil, en Europe, dans les rues, à Paris, c'est une forme de lutte. C'est toutes ces luttes mises ensemble qui donnent un résultat. Et ce résultat recherché là, c'est le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoore. Stéphane Kipré, la Côte d'Ivoire vit actuellement au rythme des réformes initiées par le président Ouattara. Entre autres réformes, nous avons la révision de la Constitution pour créer le poste de premier vice-président. Quelle appréciation faites-vous de ces réformes-là? Nous avons tenu notre convention et la convention a décidé de boycotter, je dirais, ce référendum pour la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas à l'heure de pouvoir avoir une nouvelle constitution. Avant de parler de nouvelle constitution, faisons d'abord l'état des lieux de la constitution actuelle. Lorsque nous avons un pouvoir qui a passé tout son temps et qui passe tout son temps à violer la constitution, il me pose la question de savoir pourquoi il faut une nouvelle constitution lorsqu'on viole toujours la constitution existante. Que le pouvoir viole la constitution. Quels sont les exemples que vous avez? Quelles sont les preuves que vous avez de ce? Qui est le président actuel du RDR? Comme ils disent le nom du président du RDR. La constitution de Côte d'Ivoire dit on ne peut pas être chef de l'État et diriger un parti politique. Le président actuel du RDR, c'est M. Alassane Ouattara. C'est une violation de la constitution de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique et social est élu. Il n'est pas nommé. Le président actuel du Conseil économique et social a été nommé par M. Alassane Ouattara. Il y a plusieurs exemples qui montrent que la constitution actuelle n'est pas suivie. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu de la jurisprudence que cela continue ainsi? Est-ce qu'il n'est pas mieux de modifier la constitution pour remettre les choses sur les rails? Mais la jurisprudence, on parle de jurisprudence quand quelque chose a déjà existé. Ça n'a jamais été... Ça n'a jamais existé. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Et il faut changer la Constitution pour mieux aller, pour permettre justement, pour faciliter la réconciliation, pour s'adapter aux nouvelles donnes en matière de... Le changement de Constitution n'est pas le problème. C'est dans quelles conditions nous changeons les constitutions. Pour pouvoir avoir une nouvelle Constitution, il est dit qu'il faudrait mettre en place une assemblée constituante. Parce que la Constitution, c'est différent des thèses d'un parti politique. C'est les Ivoiriens. La Constitution, je dirais, c'est la Bible de chaque Ivoirien. C'est ce qui nous guide. Donc, il s'agit de parler de tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, quand on parle de nouvelle Constitution, mais la Constitution actuelle dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Mais que faisons-nous de ceux qui sont à l'extérieur? La Constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit aller en prison pour ses convictions politiques. Que faisons-nous des prisonniers politiques? Donc la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de constitution, la Côte d'Ivoire a un problème de cohésion sociale et de réconciliation. Réglons d'abord le problème de cohésion et de réconciliation et ensemble, nous allons nous asseoir et pencher à une nouvelle constitution si nécessaire. Nous allons évoluer dans cet entretien, Stéphane Kipré, en dehors du référendum pour la nouvelle constitution. Votre pays connaîtra également les législatives dans les jours à venir. Est-ce que votre parti participera à ces élections? De même que le référendum, la convention qui s'est tenue au mois de début octobre a décidé que le parti boycotte ces élections législatives. Quelle est la relation? Parce que le référendum, c'est autre chose. Mais si vous voulez qu'on vous entende, vous devez aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous boycottez alors ces élections? On boycotte parce qu'il n'existe pas une démocratie en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il n'y a pas... Et pourtant, il y a des élections. Il y a eu la présidentielle dernière. Et il y a eu des opposants au président Alassane Ouattara. Oui, il y a eu ces opposants. Il y a eu ceux qu'il a choisis. Vous pensez qu'il les a choisis? Il les a choisis. Il leur a donné... Le président du FPI, Afin Guessan, qui est allé... Le président du Front populaire ivoirien s'appelle Laurent Gbagbo. C'est ce président-là que moi je connais, au Front populaire ivoirien. Maintenant, M. Afin Guessan a certes été candidat aux élections présidentielles, mais au choix d'Alassane Ouattara. Nous ne voulons pas aller accompagner un pouvoir à une élection. Nous voulons aller à une élection dans des conditions correctes. Quand vous regardez, lors de notre convention, nous avons dit que les conditions qui ont justifié que nous boycottons les présidentielles étaient les mêmes conditions. Aujourd'hui, qui dirige la CEI? La CEI est dirigée par M. Youssou Bakayoko, qui est à la base de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on regarde le découpage électoral,
il est constitué, il est fait en sorte qu'avant même d'aller à une élection, le RDR a déjà plus de 150 députés. De quelle démocratie nous parlons? Nous ne voulons pas aller à une élection pour faire plaisir. Nous voulons une élection pour que la voix du peuple soit celle qui puisse triompher. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'en faisant la politique de la chaise vide, vous pouvez régler le problème? Il faut aller aux élections justement pour vous faire entendre. Il faut battre campagne pour qu'on vous entende. Si vous restez dans votre coin et faites politique de la chaise vide, qui va vous entendre? Il vaut mieux aller à une politique, faire la politique de la chaise vide qu'aller vouloir s'asseoir sur une chaise qu'on ne nous donnera jamais. Est-ce que vous savez que vous risquez de disparaître dans ces conditions? Il existe plusieurs partis politiques. La première élection à laquelle l'ANC a participé, c'était en 1994. Elles ont gagné l'élection. Et l'ANC n'a jamais participé à une seule élection jusqu'à ce qu'elle participe à celle de 1994 où Mandela a été élu. Vous savez, le boycott fait partie de l'expression aussi de la démocratie. Quand nous boycottons, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Et nous l'avons dit, il faudrait revoir les conditions pour que chaque Ivoirien puisse se reconnaître en cette élection. Quand vous voyez pourquoi les différents mots d'ordre que nous avons lancés jusque-là, pour la non-participation, je dirais à la liste électorale, à la non-inscription à la liste électorale, le recensement, même les dernières élections, le peuple écoute parce que le peuple ne se sent pas concerné par une question électorale. Nous avons une crise. Vos militants seulement écoutent, parce que malgré tout, il y a eu les élections présidentielles. Oui, avec quel taux de participation? C'est ça, posons-nous la question. Ça dépassait la cinquantaine. Donc. Non, le taux de participation que M. Ouattara a voulu se donner dépassait la cinquantaine. Oui, mais le véritable taux de participation... La commission électorale a dit que ça dépassait la cinquantaine. Donc. Oui, mais c'est une commission électorale. Vous savez, souvent, il est bien de repartir à la genèse. Cette commission électorale, avec un président que nous décrions, qui a été capable d'aller prononcer les résultats au QG de campagne d'un candidat, pour nous n'est plus crédible. Oui, donc tout ce il y avait l'assistance des Nations Unies en ce moment-là. En ce moment, au moment où il proclamait les résultats, il y avait l'assistance des Nations Unies. Alors, si on laisse passer cette étape-là, aujourd'hui, il s'agit de relancer la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas rester à l'extérieur, vous ne pouvez pas boycotter tous les jours et penser pouvoir relancer la Côte d'Ivoire dans ces conditions. Oui, mais relancer la Côte d'Ivoire ne passe pas à sauter certains Ivoiriens ou mettre certains Ivoiriens de côté. Relancer la Côte d'Ivoire, c'est de mettre tous les Ivoiriens ensemble. Et je suis très à l'aise aujourd'hui quand je parle de l'élection en 2011 parce que nous avons vécu le même exemple au Gabon. Et ce que le président Laurent Gbagbo a proposé, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Le Conseil constitutionnel gabonais vient d'annoncer les résultats, a annoncé les résultats en disant que le président Ali Bongo est vainqueur de ces élections. Mais l'Union européenne, la communauté internationale a salué sa victoire. Mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles les élections ont été annoncées, à Libreville, il y a eu l'annulation des résultats de 20 bureaux de vote. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi avoir accepté de recompter les voix au Gabon et avoir bombardé Laurent Gbagbo? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et ça est plus important que de chercher à participer à une élection juste pour faire plaisir à un pouvoir. Depuis 2011, où il y a eu cet événement, de l'eau a coulé sous le pont, est-ce que vous comptez maintenir cette position-là pour les présidentielles à venir également? Allons-y étape par étape. Pour le moment, nous avons tranché la question du référendum sur la révision constitutionnelle. Nous avons tranché la question sur les législatives. Lorsque la question des élections municipales et régionales va arriver, nous trancherons. Donc, étape par étape. Pour le moment, les prochaines présidentielles sont encore très loin pour nous. Et beaucoup de choses, comme vous dites, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, mais beaucoup d'événements aussi pour amener de l'eau sous le pont. Alors, sur le terrain, le FPI continue par se battre. Vous avez dit, Afin N'Guessan n'est pas votre président, le président du FPI que vous connaissez, mais malgré cela, il tient l'opposition. Est-ce qu'il n'est pas mieux de s'allier justement à Afin N'Guessan et aux autres opposants aujourd'hui sur le terrain pour vraiment amener la lutte politique? L'opposition n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Nous sommes en de très bonnes, l'Union des nouvelles générations a de très bonnes relations avec le Front populaire ivoirien qui est présidé par Laurent Gbagbo, dont l'intérimaire Aboudaman Sangaré. Donc, pour nous, l'opposition n'a pas un problème. Ce dernier n'est pas allé aux élections. La dernière fois, c'est Afin N'Guessan qui a été aux élections. Le problème n'est pas d'aller aux élections. On va aux élections dans quel objectif? D'accompagner un pouvoir ou de pouvoir faire triompher la voix du peuple et la démocratie. Tant que les conditions démocratiques ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire, nous n'irons pas à une élection pour accompagner un pouvoir. Vous risquez de disparaître politiquement. Je vous l'ai donné l'exemple tout à l'heure. L'ANC a participé à la première fois aux élections. En 1994, ils ont été présidents de la République avec Nelson Mandela.
Stéphane Kipré, c'était la première partie de notre émission, la finale. Retrouvez-nous dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de votre émission, la finale, qui reçoit pour vous aujourd'hui Stéphane Kipré. Il est le président de l'UNG, l'Union de Nouvelle Génération en Côte d'Ivoire. Il est également le beau-fils de l'ancien président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, certains pensent que votre parti n'existe presque plus et que vos militants ont été phagocytés par d'autres formations d'État par Abidjan. Qu'est-ce qui vous prouve que vos militants vous sont restés fidèles? Nous avons organisé, il y a de cela 2-3 semaines, la convention qui a réuni toutes les délégations que nous avons à l'intérieur du pays. Et certains sont venus même de l'extérieur du pays. Donc cette convention nous a permis de faire l'état des lieux. Et le parti existe bel et bien. Et nous comptons aujourd'hui en Côte d'Ivoire à peu près une cinquantaine de délégations sur les 60-65 départements que compte la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes sûr que votre parti se porte bien? Nous sommes sûrs que le parti se porte comme la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous savez, les partis politiques s'expriment par des meetings, par des activités publiques. Mais lorsque aucun parti politique ne peut s'exprimer ou bien ne s'exprime qu'au bon vouloir du pouvoir, il est difficile de pouvoir mener les activités. Alors, entre autres revendications de l'opposition ivoirienne, vous réclamez la libération des prisonniers politiques, notamment le président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous ne voulez-vous pas être réaliste? Le président Gbagbo est à la CPI, malgré toute sa bonne volonté. Est-ce que le président Alassane Ouattara peut le faire libérer? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que le président Gbagbo est à la CPI, qu'il faut laisser la CPI faire son travail? Personne n'interdit la CPI de faire son travail. Mais ce que nous disons, c'est que la CPI est en train de marcher dans la justice des vainqueurs comme le pouvoir en Côte d'Ivoire. Comment comprenez-vous? Vous êtes sûr que la CPI marche dans la justice des vainqueurs, puisque la CPI a demandé également que d'autres transfèrements aient lieu, et c'est le pouvoir en place qui a refusé. Comment comprenez-vous que nous parlons d'une crise post-électorale dans laquelle deux camps se sont affrontés et il y a un seul camp qui jusque-là paye? Vous avez bien dit jusque-là. Oui, mais jusque-là, mais je le dis, si on a eu, il existe la commission qui a été mise en place par le pouvoir en place, qui a rendu ces enquêtes, qui a reconnu que les forces pour Ouattara ont commis aussi des crimes en Côte d'Ivoire. Cette commission a été mise en place par Alassane Ouattara. Donc pourquoi alors on refuse de faire payer certaines personnes? Donc quand on ne peut pas appliquer la justice pour tous, on n'applique pas la justice pour un camp. Oui. Et le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un problème de réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire ne pourra pas se réconcilier tant que Laurent Gbagbo se trouve à la CPI. Oui, mais quelle solution on peut envisager aujourd'hui? La CPI ne peut pas le libérer. Comment est-ce que le pouvoir en place peut faire pour amener Gbagbo, selon vous? C'est une solution. Oui, que le pouvoir en place fasse ce qu'ils ont fait pour le faire partir à la CPI. En quoi faisant? C'est le pouvoir en place qui a transféré Laurent Gbagbo à la CPI. C'est le pouvoir en place. Vous pensez qu'ils peuvent demander sa libération? Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus du ressort de la Côte d'Ivoire. Ça dépasse les frontières, puisqu'il est jugé pour crime contre l'humanité. Et quand on parle de crime contre l'humanité, cela engage désormais les Nations Unies. Oui, mais on dit que les thèses de la CPI disent qu'elle se substitue à une justice nationale lorsqu'elle n'existe pas. Donc si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont capables de juger les mêmes crimes que la CPI, alors qu'ils partent juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez que c'est faisable? Je pense que c'est faisable et je pense que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse libérer Laurent Gbagbo pour que nous puissions régler le problème de la réconciliation. Beaucoup pensaient qu'après 1 an, 2 ans, les Ivoiriens allaient tourner sa page, mais on se rend compte qu'après 5-6 ans, il existe toujours une mobilisation et l'actualité politique en Côte d'Ivoire est cristallisée par la situation, je dirais la situation géographique de Gbagbo Laurent. Il faudrait le libérer pour qu'on puisse se réconcilier et avancer. Est-ce que vous êtes en contact avec votre beau-père? Je suis en contact avec le président Laurent Gbagbo. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Il y a 1 mois. Je m'arrange à le voir 1 fois par mois au moins. Et c'est quoi son moral? Il se porte bien? Il y croit en sa victoire, en sa libération un jour? Il y croit parce qu'il est dans la vérité. On crée une justice lorsqu'on n'est pas dans la vérité. Son moral, il a le moral de combattant, le moral qu'il avait lorsqu'il était dans le bunker, le moral qu'il avait lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée injustement en 2002, le moral qu'il avait lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. Il reste le président Laurent Gbagbo, le leader qu'on a toujours connu. Maintenant, les conditions sont des conditions carcérales.
Oui, mais en tant qu'ancien président, il est dans de bonnes conditions. Puisqu'il y a eu une enquête qui a prouvé qu'il est quand même bien logé, il est dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle bien logé, mais je sais que la CPI, la prison de Scheveningen est une prison comme toute autre. Alors, on vous a vu également, Stéphane Kipré, mener des opérations de plaidoyer vers les présidents africains pour la libération du président Gbagbo. Quels résultats avez-vous obtenus? On vous a vu entre autres avec le président Zuma. Nous avons fait mener plusieurs tournées africaines pour expliquer la situation véritable de la crise post-électorale en 2011. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que les rencontres que nous avons eues en 2011, en 2012, en expliquant la situation politique de la Côte d'Ivoire, la position de tous ces différents chefs d'État commence à changer parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un qui a perdu une élection, qui a refusé de reconnaître les élections, mais il y a eu l'Occident qui n'était pas avec un pouvoir et qui ont décidé de se débarrasser d'un pouvoir. Oui, mais les résultats sont où aujourd'hui? Puisque rien n'a changé, il est toujours à la CPI. Nous sommes dans le combat. Nous continuons. Vous avez rencontré d'autres chefs d'État en dehors de Zuma? Nous avons rencontré plusieurs chefs d'État, mais pour moi, ce n'est pas important de dire qui nous avons rencontré, mais le plus important, c'est que au-delà de ma personne, beaucoup d'autres personnes mènent des actions de rencontre pour rétablir la vérité, pour expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et apporter des solutions. Et dans toutes les rencontres que nous avons, nous disons que si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire, il faudrait libérer Laurent Gbagbo pour que les partisans de Laurent Gbagbo puissent aussi se reconnaître dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez des nouvelles de Blé Goudé? Je le vois à chaque fois que je suis à la CPI. Le président Gbagbo, comment se porte-t-il? Il a le moral? Il a le moral. Il a le moral comme tout, je dirais, tout Ivoirien qui sait qu'il est dans la vérité. Et vous pensez que lui aussi sera libéré comme le président Gbagbo? Ils sont à la CPI pour la même cause. Donc quand le président Laurent Gbagbo est libéré, le ministre Blé Goudé sera libéré. Et il ne faut pas voir en termes de personnes, il faut voir en termes de situation. Et la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, ceux pour lesquels ils sont jugés aujourd'hui, je pense que la vérité triomphera et ils seront libérés. Stéphane Kipré, quelles sont vos relations actuelles avec vos anciens collègues, ceux que vous aviez connus avant de rejoindre le camp Gbagbo? Puisque vous étiez dans un mouvement de l'opposition au président Gbagbo avant de rejoindre par la suite le président Gbagbo. Oui, je vais parler des mouvements proches de Guillaume Soro et autres. Mais quelles sont vos relations actuelles avec? Non, je n'ai jamais milité d'un mouvement proche de Guillaume Soro. Mais qui était proche quand même de l'opposition, du PDCI et autres. Oui, j'ai été président national des jeunes d'un parti politique qui était membre du RHDP, qui est le MFA. Quelles sont les relations que nous avons? Nous avons des relations de concitoyens, mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que celui qui présidait le MFA, lorsque j'étais président national des jeunes, a aujourd'hui reconnu et il mène le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, est en de très bons termes avec nous, en tant que, donc je pense que j'ai eu raison trop tôt. Donc il est toujours en Côte d'Ivoire, lui? Ou bien il est hors de la Côte d'Ivoire? Il a toujours été en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer maintenant? Non, c'est pas les mêmes cas. Et je voudrais dire, rentrer en Côte d'Ivoire pour moi n'est pas le plus dur. Vous savez, c'est pas ça. Ne focalisons pas le débat à pourquoi je ne rentre pas. La situation la situation qui a engendré mon départ de la Côte d'Ivoire, pour moi, n'est pas encore réglée. Et je le dis, il existe toujours des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, réglons d'abord le problème intérieur et ensuite vous verrez qu'on ne demandera pardon à aucun Ivoirien pour entrer en Côte d'Ivoire. Alors, Stéphane Kipré, aujourd'hui, votre parti, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, était en congrès pour se prononcer sur le référendum. Quelles sont les perspectives de votre parti politique? Vous entrevoyez quoi pour ce parti politique dans les jours, dans les mois à venir? Nous continuons de remobiliser les bases. C'est vrai que nous avons appelé à boycotter le référendum. C'est vrai que nous avons décidé de ne pas participer aux législatives. Nous allons mener une tournée nationale pour expliquer aux militants pourquoi nous avons pris cette décision et la posture dans laquelle nous nous mettons. Nous pensons que pour nous, en tant que parti politique, nous ne courons pas. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de se retrouver, de retrouver la démocratie.
Et pour pouvoir retrouver la démocratie, il est important de continuer d'être sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens l'intérêt pour lequel nous menons ce combat de retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc nous continuons nos tournées de mobilisation. Ça s'arrête là? Il n'y a pas d'autres projets plus grands pour le parti? Vous voulez rester seulement dans cette lutte de sensibilisation? Ça s'arrête là? Comme je l'ai dit, il existe plusieurs questions que nous allons traiter au moment opportun. Après les législatives, il y a les élections municipales, il y a les élections au niveau des conseils généraux, mais je dis, chaque question sera traitée au moment opportun. Il y a l'élection de 2020 qui est une élection présidentielle. Donc le parti politique ne se focalise pas seulement sur une situation actuelle. Moi je dis, actuellement, voilà ce que nous sommes en train de faire. Au moment opportun, nous nous prononcerons aussi sur les enjeux à venir. Alors Stéphane Kipré, on vous reproche également d'être égoïste. Vous ne vous occupez que de vous-même et de vos lieutenants. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont actuellement en exil, mais vous vous préoccupez très peu des autres qui sont en exil au Ghana, par exemple, au Bénin, au Togo et autres. Je vous invite à faire un tour dans les camps de réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin et leur poser cette question et je pense qu'ils seront les mieux placés à répondre. Qu'est-ce que vous faites pour aider vos compatriotes qui sont en exil? Nous avons mené plusieurs tournées dans tous les camps de réfugiés du Ghana, du Togo, du Bénin. Nous venons de finir une tournée dans toutes les prisons pour pouvoir apporter notre soutien à tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis, le dire sur ce plateau peut paraître, je dirais, faire parler de moi ou faire ma promotion, mais allez-y dans les camps de réfugiés et vous verrez que nous avons fait et nous continuons de faire et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Comme tout Ivoirien, nous apportons notre soutien à tous les Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés. Et je sais que le parti s'engage à relancer encore une autre tournée parce que selon les dernières informations que j'ai, le HCR dans certains pays refuse à décider de mettre fin à la subvention alimentaire qu'ils apportent à nos concitoyens. Et nous avons décidé d'apporter notre part à ces Ivoiriens dans ces camps de réfugiés. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place un cadre de discussion formelle avec le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire pour évaluer ensemble les possibilités de réconciliation et de retour au pays? Voilà pourquoi nous avons proposé depuis 2015 le dialogue politique inclusif. Il ne s'agit pas de discuter seulement avec les seconds couteaux. M. Alassane Ouattara doit se comporter comme le chef de l'État de tous les Ivoiriens. Et il doit discuter avec une opposition vraie. Il n'a pas à choisir avec qui il discute et avec qui il ne discute pas. Il n'a pas à déléguer le pouvoir de discussion et pour pouvoir aborder les véritables problèmes. Comment comprenez-vous que M. Ouattara peut recevoir l'ancien président béninois et le président actuel béninois pour les réconcilier, pour leur demander de marcher main dans la main, et il refuse de recevoir son opposition véritable? Il ne refuse pas de vous recevoir. Il vous a tendu la main, la réconciliation est toujours en cours. Depuis 2011, M. Alassane Ouattara a reçu l'opposition une seule fois, l'opposition vraie. Parce que je le dis, entre l'opposition qu'on se crée pour s'accompagner et l'opposition véritable, il y a une différence. Et nous avons proposé le dialogue politique inclusif. Nous attendons que ce dialogue-là soit ouvert, qu'il prenne l'initiative de lancer ce dialogue-là pour que chaque Ivoirien puisse aller autour de la table pour pouvoir parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique inclusif a été transmis à qui? Vous l'avez rencontré? Vous lui avez proposé cela? Ou bien c'est seulement par les médias que vous en parlez? Nous avons fait une résolution. Et la résolution a été déposée dans les différents ministères concernés. Et la résolution a été versée au journal officiel. Donc nous avons mené, je dirais, ce que nous devons faire pour pouvoir informer que c'est notre proposition pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne saisissez par exemple l'Union africaine ou encore les Nations Unies par exemple pour intervenir pour faciliter cette réconciliation? Mais pourquoi voulez-vous qu'on saisisse les Nations Unies pour pouvoir trancher ou traiter une... Pas trancher, il y a une situation aujourd'hui où vous estimez qu'il n'y a pas la cohésion. Vous pouvez saisir les instances internationales pour faciliter cette cohésion-là, pour jouer un rôle de facilitateur. Oui, dans les différents... Même quand nous avons... Je ne suis pas trop pour l'ingérence. Je pense que les Ivoiriens peuvent régler leurs problèmes en Côte d'Ivoire et entre eux. Donc, je ne suis pas contre la médiation, mais commençons déjà à nous réunir, régler nos problèmes, et ensuite, si nous ne pouvons pas, nous pouvons faire appel aux autres. Mais il n'y a même pas un début de dialogue. Parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, j'appelle ça de la communication. Recevoir ses opposants qu'on s'est choisi,
et prendre des photos et après se séparer, pour moi, ce n'est pas... On sait où se trouve la vraie opposition. Stéphane Kipré, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez certainement un mot de fin. Le mot de fin que j'ai, c'est en droit de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, je continue de croire que la Côte d'Ivoire n'est pas perdue. Je continue de faire confiance aux Ivoiriens. Je continue de faire confiance, je dirais, à ce combat dans lequel nous nous trouvons. Et je pense que pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous devons nous retrouver autour de notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'annoncer des chiffres, dire que la Côte d'Ivoire va économiquement et mettre de côté la cohésion sociale. Pour que la Côte d'Ivoire, demain, puisse se retrouver, pour ne pas qu'il y ait des enfants de la Côte d'Ivoire qui soient divisés dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, réconcilions-nous et traitons le problème de la cohésion en libérant tous les prisonniers politiques pour que chacun puisse apporter sa part à la réconciliation nationale dans notre pays. Merci Stéphane Kipré, madame, monsieur, ce sera tout pour cette émission. La finale qui recevait pour vous Stéphane Kipré, il est le président de l'UNG, l'Union nationale des nouvelles générations, un parti qui a été créé à Abidjan en juillet 2007. Je rappelle qu'il est également le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA.